Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Il y a quelques jours et après 9 mois de bataille, le gouvernement irakien annonçait la reprise de la ville de Mossoul. Le recul de l'organisation terroriste Daesh d'un certain nombre de territoires en Irak et en Syrie fait craindre le retour des extrémistes partis rejoindre ses rangs. Un retour en Europe mais également au Maroc. La coopération sécuritaire entre le Royaume et les services européens a donc été renforcée à l'issue d'une rencontre le 3 juillet dernier à Séville entre le ministre de l'Intérieur marocain M. Laftit et 3 de ses homologues européens. Pour faire un point sur la situation et sur le risque que représentent ces retours, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Moustapha Rezrazi. Vous êtes expert en questions de radicalisme et de sécurité. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Monsieur Rezrazi, je le disais tout à l'heure, la chute de Mossoul et actuellement la bataille de Raqqa font craindre le retour de ces extrémistes partis rejoindre les rangs de l'organisation terroriste. Est-ce que ces phénomènes de retour sont nouveaux ou est-ce qu'on assiste simplement à un pic du risque ? Je crois que cette question de retour n'est pas un phénomène nouveau parce que déjà, sur le plan national, on est déjà dans les 600, exactement 596 combattants qui a fait le retour, mais c'était un retour qui est pour les gens de catégorie douce ou moyenne. Alors, ne sont pas des combattants de type professionnel qui sont impliqués dans des opérations Ce ne sont pas des gens aguerris. Aguerris, ou si vous voulez, professionnels de frontline, comme on dit. De premier rang, de première ligne. De première ligne. Maintenant, avec cette liste que l'Interpol a lancée dernièrement, les 173 combattants jugés dangereux. Alors effectivement, Interpol, on le rappelle, a transmis cette liste aux services européens il y a quelques semaines. 173 suspects jugés dangereux qui seraient de retour en Europe. Justement, qui seraient jugés. Et bon, ils ont focalisé le risque sur l'Europe, mais le Maroc aussi, elle est touché par cette menace. Et je crois que les instances marocaines de sécurité sont conscientes de cette menace. Probablement une partie de ces 173, il y aura des Marocains ou des combattants d'origine marocaine. Et c'est de là, surtout le profil de ces 173 qui font le retour ou le retrait à la dernière minute. Cela veut dire qu'ils avaient un attachement à l'organisation de l'ISIS et qui sont allés jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on a les moyens de les identifier? Puisque d'après cette liste dressée par Interpol et d'après les sources fournies par le journal britannique The Guardian, les documents qui auraient été retrouvés mentionnent leur nom. Il y a beaucoup d'informations pour pouvoir les tracer. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'identifier ces suspects? Généralement, quand on parle de 173 ou même 200, des milliers qui restent encore et qui font le redéploiement. Déjà, le Maroc, on est dans les 596 qui sont retournés. Dans les 600, probablement, qui sont déjà morts. Mais il reste quand même un tiers qui est à l'anonymat et qui représente une menace réelle pour le Royaume. Alors, pour l'Interpol, identifier 173, c'est très probable si on prend en considération la coopération sécuritaire entre les pays, le traçage des destinations, les contrôles aujourd'hui aussi et les narratifs de ceux qui dans les sont frontières en retour, irako-syriennes et turques. Et le recoupement de l'information, je ne doute pas que ça pourrait être réel, qu'ils ont réussi à identifier une cartographie bien détaillée sur 73. Mais il y a toujours le reste qui est 10 fois plus et qui est à l'anonymat. Je relève un mot que vous avez prononcé, redéploiement. Vous préférez ce mot à celui de retour, surtout si on se fie à cette liste de suspects. Ils représentent un danger. Donc est-ce que ça veut dire qu'ils sortent de la matrice de Daesh une fois qu'ils sont de retour, ou est-ce qu'ils continuent à porter cette idéologie et la menace qu'elle représente? Et dans ce cas-là, il faut parler de redéploiement? Justement, alors le redéploiement, ça pourrait être une autre piste d'analyse parce que le retour vers les pays d'origine n'est pas la seule option pour ces combattants et on est déjà
devant plusieurs indicateurs. Si par exemple, on prend en considération la Libye, déjà il y a des centaines de morts d'origine de différentes nationalités, mais dont il y a des Marocains, des Tunisiens, et qui attendent justement dans la morgue de Mesrata le feu vert des pays d'origine pour qu'ils reçoivent les cadavres. Il y a de l'information sur 2 combattants jugés dangereux et professionnels, Abou Abdallah al-Maghribi et Abou Nasr al-Maghribi. Ce sont 2 Marocains? 2 Marocains qui sont installés dans les environs de Benghazi et qui font des entraînements pour les nouveaux recrutés de Daesh dans la zone. Il y a d'autres justement narratives qui parlent sur un redéploiement entre la Libye et le nord du Tchad. Les statistiques parlent de à peu près 800 combattants étrangers qui sont installés dans les derniers 6 mois. Alors, pour le Maroc, déjà le BSIJ, il a annoncé à travers son directeur, il y a quelques semaines, je pense, que le Maroc est vigilant vis-à-vis le retour non seulement des nationaux, mais aussi des étrangers qui peuvent faire un redéploiement vers un pays tiers, dans le Maroc, surtout avec cette politique de tolérance du Maroc dans la migration des Arabes, des Africains. Alors, pour tous les pays, je pense que cette question du retour seulement des nationaux, c'est une fausse piste. Il faut penser plus large. Plus large, surtout que après, quand on parle du post-Daesh, il y a toujours maintenant des rapports qui parlent d'un petit retour de force de Qaïda, un nouveau type de Qaïda, peut-être une nouvelle forme, une nouvelle organisation qu'on peut qui serait tout prévoir aussi dans les dangereuse. 3 ans qui viennent. Alors, on parle de la coopération sécuritaire, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, pour faire face à ce danger que pose ce retour ou ce redéploiement. Est-ce qu'aujourd'hui, elle a été renforcée, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'elle peut permettre d'endiguer vraiment ces risques? Sûrement. Alors, sur le plan marocain déjà, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises sur Midi 1. Vous y avez même consacré un livre, le livre gris du terrorisme. Alors, le Maroc, il a adopté depuis plusieurs années la coopération en tant que doctrine. Ce n'est pas une tactique, ce n'est pas un outil de travail, c'est une doctrine dans sa gestion des affaires de la sécurité nationale, de son approche, justement, et de sa diplomatie, dont la sécurité est devenue un pilier principal. Avec les Européens, on a vu ça à plusieurs reprises, comment le Maroc est fidèle à coopérer avec les pays voisins, la France, l'Espagne, l'Italie, et même avec les pays du Maghreb, les pays du Sud, avec la Mauritanie, le Sénégal et plusieurs pays. Le problème qui se pose maintenant pour la sécurité, l'efficacité, elle est claire, il a donné déjà ses fruits, mais on a le problème on n'a pas réussi à convaincre quelques pays à comprendre que la sécurité, la coopération sécuritaire devrait être paradiplomatique, qui ne s'affecte pas avec les petits conflits, les petites divergences interstates. Une dernière question, il nous reste moins d'1 minute pour y répondre. Comment on gère les profils de ces gens qui sont de retour d'un terrain aussi difficile et violent que l'Irak et la Syrie? Quelles sont les différentes approches de déradicalisation? C'est un mot qu'on entend énormément. Est-ce que là aussi, en termes de coopération entre le Maroc et les pays européens, et puis en termes d'expérience marocaine, on a les outils adéquats pour gérer ces profils? Alors, pour être franc, la communauté internationale, elle a réussi par excellence à gérer la phase d'éradication. Éradication, justement, qui est focalisée sur l'aspect sécuritaire, la gestion des transferts des ressources financières, et puis les circuits de Donc c'est l'approche répressive, en gros. La deuxième? En deuxième partie, la déradicalisation, un processus qui reste en expérimentation aujourd'hui. Il y a des hauts et des bas, il y a des échecs, il y a des petites réussites. Dans le Maroc, il a fait beaucoup d'excellence avec son approche et son alchimie multidimensionnelle. Mais il faut dire que la troisième phase, qui est très importante, et qui se recoupe avec ce souci de retour ou de redéploiement,
c'est la phase de réhabilitation dans les lieux carcéraux dont on est déficitaire dans le monde entier. Et peut-être le Maroc, malgré les moyens, elle est en avance comparant avec d'autres pays. Sur cette question de la réhabilitation. Sur cette question de réhabilitation. Merci infiniment, professeur Razrazi, d'avoir été avec nous pour commenter ce retour des extrémistes partis rejoindre Daesh. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez avec nous, la suite de l'information dans un instant. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité du journal.